c'est pas du tout un travail lambda, c'est une passion parce que je crois à ma marque, je vois l'engouement qu'elle procure, mais c'est un truc de dingue quand on y pense. Je vais vous donner un exemple, plus qu'une définition, parce que c'est un ton. On a été sponsor de la Gay Pride avec un t-shirt 50 000 exemplaires, en référence fine et subtile à la forme du bagel. Gay Pride, hein. Peu importe le sexe, pourvu qu'il y ait un truc. Après, dans l'entrepreneuriat et pour les gens qui vous écoutent, difficile, mais il faut se figer à sa vision. C'est-à-dire que sa vision est un phare dans la nuit. Et tout le monde va vouloir éteindre ce phare, mais il faut y croire. Il faut y croire. Ce plus rien à perdre, c'est votre plus grande force. Bon, mais bonjour Thierry. Bonjour Jade. Bienvenue dans le podcast Leader. Donc, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour parler de votre aventure entrepreneuriale avec Begelstein. Donc, vous êtes le CEO et le cofondateur de Begelstein qui a été créé donc, il y a 14 ans, comme vous venez de me le dire. 14 ans en quelques jours. Le premier a ouvert le 11 janvier 2011. Ok. Vous allez faire l'anniversaire ? Ouais, peut-être bien. Peut-être. Mais nous, on est assez borderline et non conventionnel, donc on est plutôt du style à faire des anniversaires hors des dates anniversaires. Ah, ok. Plus tard, du coup. Ouais. Voilà ce que j'allais dire. Donc, l'image de marque, c'est un peu d'être borderline. Et donc, aujourd'hui, on va chercher à comprendre un petit peu le parcours de Begelstein, comment vous avez monté ça. Est-ce que peut-être vous voulez vous présenter un petit peu plus et nous raconter un petit peu votre histoire ? Ouais, merci déjà de m'inviter, de me donner l'occasion d'en parler. Je suis pas un entrepreneur né, je suis pas né entrepreneur. Okay. J'ai fait une école de commerce. Non, j'ai fait une prépa HEC. Et en fait, Okay. il y a une nuance à ça parce que mon objectif c'était d'être en prépa HEC. Ok. Et je suis arrivé à rentrer en prépa HEC dans ma ville natale qui est Strasbourg. Il y avait un lycée leader là-dedans. Et en fait, une fois que j'ai atteint mon objectif, c'était d'être en prépa, c'était pas d'être à HEC. C'était d'avoir la prépa. Ouais. Et enfin, je me le vois avec les années de recul, mais postérieurement, ce qui fait que j'étais assez cool, enfin beaucoup trop cool en prépa, et j'ai pas intégré des grandes écoles auxquelles j'aurais pu aspirer. Donc, je suis parti à Paris, j'ai pris la première école qui m'acceptait à Paris. Ok. Et puis là, j'avais un cursus à choisir, et j'étais assez intuitivement dans le marketing, la com, et je me suis dit, si c'est assez intuitif, vaut mieux apprendre des techniques qui sont moins intuitives, et je me suis plutôt orienté vers des majeurs finance compta, paradoxalement. Et rien à voir. Rien à voir. Ouais. Et puis, j'ai commencé à réfléchir sur quelle orientation je voulais donner à ma carrière. Et je suis arrivé à quelque chose qui encore aujourd'hui me porte dans l'éducation de mes enfants, qui est que dans la vie, on a une seule obligation, c'est réaliser ses rêves. La difficulté aujourd'hui, c'est de déterminer ses rêves. Qu'est-ce qu'on a vraiment envie ? Et c'est quelque chose que je cite de temps en temps, mais je me souviens très bien que j'étais étudiant justement à Paris et je passais devant les Galeries Lafayette à Noël et je regardais les vitrines et à côté de moi, il y avait une maman avec son petit garçon qui devait avoir 5-6 ans et qui regardait les vitrines avec des yeux comme des ronds de soucoupe et qui disait « Oh, regarde le camion, maman! Oh, je veux le camion, je veux le camion !» Et la mère se retourne et lui file une gifle en lui disant « On ne dit pas « je veux !» » Et ça m'a beaucoup interpellé sur le fait en quoi vouloir est délictuel. Et ça m'a beaucoup interpellé. Et je me suis dit, mais moi, qu'est-ce que tu veux ? Et à cet âge-là, ce qui m'a construit comme premier rêve, c'est quand on vient des écoles de commerce, et je fais beaucoup de confs en école de commerce, les gens me disent, mais il est malade celui-là, ce qui est peut-être vrai. Je voulais faire de l'audit financier. Ok, comme beaucoup. Il y en a beaucoup en école qui font ça. C'était un vrai rêve parce que passer d'une semaine à l'autre dans des secteurs d'activité différents, avec une méthodologie très processée, un domaine international, avec des clones de moi, puisqu'on sort tous des mêmes écoles, c'était zone de confort, etc. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Esprit très analytique ? Absolument. Okay. Et donc, je suis rentré chez un des anglo-saxons. À l'époque, il n'y avait pas le C de PwC, c'était juste Piwi, qui s'appelait Pricewaterhouse. Et j'étais un super soldat. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, mais très loin de moi. Vous n'y pensiez pas ? Mais pas du tout. Pas en rêve. Mais par contre, j'étais
super soldat. Je venais au bureau le samedi au cas où quelqu'un aurait quelque chose à me faire faire. Ah ouais. J'étais complètement à des antipodes de beaucoup de valeurs que je retrouve moi aujourd'hui. Ouais. Et j'étais impliqué et non pas engagé. Et la différence, on y reviendra tout à l'heure. Je voulais grandir dans cette voie-là. Et ça m'a permis d'être... j'ai fait des trucs de fou. Un jour, on m'a demandé... on ouvre un bureau à Nouméa. Est-ce que tu veux y aller ? Je ne sais pas où c'est. C'est à côté de l'Australie. C'est loin. Ok, pourquoi pas. C'est quand ? C'est demain. Ah bon ? Et c'est combien de temps ? Entre 2 semaines et 2 ans. Oh, ah oui. Je suis parti. Je ne suis pas parti 2 ans. Je suis parti quelques mois. Vous aviez mois. quel âge à ce moment-là ? Ouais, j'avais 21 ans, 22 oui. ans. Donc, c'est l'âge pour partir. Ouais, sauf que je devais me fiancer. Ah oui. C'était pas oui, si simple, mais bon. Puis j'ai beaucoup bougé comme ça. J'ai travaillé à Singapour, j'ai travaillé à Londres, j'ai travaillé à San Francisco. Toujours dans l'audit ? Toujours chez Pricewaterhouse. Ok. À San Francisco, c'était une année un peu spéciale, puisqu'un jour, il y a quelqu'un qui est venu me voir. Donc, j'habitais dans la Silicon Valley, à Palo Alto, plus précisément. Et il y a quelqu'un qui est venu me voir, il me dit « Tiens, je vais te montrer un truc, tu verras, je suis sûr que ça va changer ta vie. » Ah bon, ça s'appelle comment ? Ça s'appelle Internet, tu vas voir, ça vient de sortir. C'était assez dingue. Qu'est-ce que c'est ? C'était vraiment ça. Et donc, j'ai passé 11 ans chez Pricewaterhouse en me baladant dans le monde entier. J'aurais pu me faire tatouer le logo sur l'épaule tellement j'étais à fond dedans. Vous étiez l'égérie un peu... J'étais vraiment à fond. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, il faut peut-être penser à un autre rêve. Et j'étais assez basique parce que mon autre rêve, et encore une fois, l'entrepreneuriat a des années-lumière, j'ai déterminé que ça devait être dans le foot. Ok. Et je suis devenu directeur général du Racing Club de Strasbourg, qui est mon club de cœur. Ouais. Et comment on devient directeur général ? Il se trouve que c'était assez particulier parce que le club était racheté par un groupe américain pendant que j'étais à Palo Alto. Ok. Et il se trouve que Pricewaterhouse, pour lequel je travaillais, était auditeur de ce groupe américain qui rachetait, et qu'une annonce est parue aux États-Unis en disant « Un club de foot à Strasbourg cherche un directeur général ». Bon, et j'ai eu 9 entretiens et je suis revenu en France pour ce job. Pour refaire ça. Ok, génial. Et comment ça se passe du coup mais quand c'est un une truc fois l'arrivée de là-bas fou, mais vous aviez aucune expérience pas dans la direction d'entreprise ni dans le foot, mais je suis arrivé. En fait, ils ont acheté des compétences financières, quelqu'un de local, de français, et quelqu'un de passionné et d'engagé. Pour le coup, pas impliqué, engagé. Et donc, je suis arrivé le premier jour, mais je me pinçais. Je me disais, mais je vais me réveiller. C'est pas possible. Ce rêve, c'est quoi les gens avec qui je bossais, c'est ceux que j'avais en poster dans ma chambre quelques années avant. Ah ouais, wow. C'était ouf. Et ça a été un truc de dingue de rentrer dans ce milieu-là avec un poste en plus haut placé, avec des décisions, avec des rencontres de joueurs. Ça a été à la fois génial et abominable parce qu'en fait, j'ai pu voir aussi à quel point j'étais trop orthodoxe dans ma formation et mon formatage pour le monde du foot. Alors, si vous me faites boire beaucoup de bière, je vous raconterai des choses, mais c'est pas le lieu. Donc, je suis resté 3 ans et puis j'ai eu besoin d'autres valeurs que celles du foot. Mais ça a été un sas important. Déjà, ça m'a permis de sortir de l'audit. Et ça m'a appris ce que je voulais pas faire. Et vous direz que c'est une question, enfin ça a été une question d'opportunité, enfin ça a été une chance, je veux dire, c'est arrivé comme ça parce que, enfin si vous aviez le rêve de vouloir. C'était presque magique puisque l'opportunité est née au moment où j'identifiais qu'il me fallait un autre rêve. Donc ça a été un beau croisement. Ok. Mais ensuite il a fallu déterminer un autre rêve. Et là je me suis dit, l'entrepreneuriat ça peut être pas mal. Mais j'avais à ce moment-là 2 enfants. Plus d'audit ? Plus d'audit. Non, ça y est, j'avais fait le tour. Okay. Non, j'avais fait le tour. Okay. Et je me suis dit, je réfléchissais à l'entrepreneuriat, mais j'ai pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. En fait, j'ai des amis à moi qui avaient une très belle boîte, pas du tout glamour, qui vendait des radiateurs électriques en vente directe aux particuliers, c'est-à-dire presque en porte-à-porte. Et qui se développaient, et ils cherchaient des compétences qui correspondaient aux miennes. Et je me suis associé à eux. Donc, j'ai racheté des parts de l'entreprise. La boîte, Donc,
j'avais l'impression d'être un peu entrepreneur, avec le recul, pas du tout, parce que j'ai rien créé. Mais je devenais associé dans une boîte. Et en fait, ça a été très compliqué parce que ils m'ont fait une proposition de rachat sur une valorisation très à mon avantage. C'était un beau geste qu'ils ont fait. Et je me suis endetté de plusieurs centaines de milliers d'euros pour pouvoir racheter ces parts-là, en me disant, de toute façon, la boîte est sur une vague ascendante, il va se passer des belles choses. Et en fait, la boîte a continué à grandir avant de commencer à décliner. Et moi, j'avais un emprunt in fine, c'est-à-dire que je remboursais à la fin de l'échéance. Et je voyais l'eau monter progressivement. Ça a été une période très délicate pour moi, pour eux aussi, puisque la boîte déclinait. Et je me suis retrouvé à ma première expérience semi-entrepreneuriale avec quelque chose de très délicat à gérer. Finalement, il y a un fonds d'investissement, un fonds de retournement qui est rentré dans la boîte, qui m'a racheté mes parts à valeur nominale, qui était bien plus élevée que les autres parts, à condition que je parte. Pourquoi ? Parce que j'avais un salaire élevé et qu'ils avaient du mal à accepter de me racheter mes parts à valeur élevée et que je reste en plus dans l'entreprise. Et c'était quoi votre fonction exactement là-bas ? J'étais directeur administratif et financier. D'accord. Et donc, j'ai fait ça. J'ai remboursé en fait mes emprunts. J'ai rien gagné, j'ai rien perdu. Et je me suis retrouvé devant une nouvelle feuille à écrire. Et là, je me suis dit, je veux vraiment tester l'entrepreneuriat et je veux créer quelque chose. Donc, il m'a fallu du temps pour arriver à cette phase-là. Qu'est-ce qui a fait que l'entrepreneuriat... Bon, il y a eu cette expérience forcément avant, mais je veux dire, pourquoi... L'envie de créer. L'envie de créer, le fait de me dire, j'ai acquis et accumulé un certain niveau d'expérience qui me permet d'envisager sereinement l'entrepreneuriat et de pouvoir... Et j'avais envie de me brûler. J'avais envie de me dire... tester un petit peu. Exactement. Ce côté challenge... Je me disais, si ça va pas, tu es encore en âge de pouvoir refaire autre chose. J'avais quoi ? J'avais 38 ans. Donc, j'avais un peu moins de 40 ans. Et je me suis dit, allez, c'est peut-être la dernière occasion que tu as de pouvoir tester quelque chose et de pouvoir te retourner derrière. Il y en a qui ne le font pas, même à 38 ans. Absolument. Il y en a qui disent qu'ils sont trop vieux, même déjà absolument. À 35 ans. Quoi. Et il y en a qui, à 90 ans, se disent, j'aurais dû le faire. Oui, c'est ça. Et je me suis aussi dit ça, j'ai pas envie de pas essayer. Et pourtant, j'avais 3 enfants et ils ont la spécificité de manger tous les jours et même 3 fois par jour. Donc, ça a été assez compliqué. Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qui me donne envie d'aller à fond dans un projet ? J'ai réfléchi, j'ai rencontré, j'ai discuté et il y avait un fil rouge, c'était la bouffe. Ok. Vous avez toujours été un bon mangeur. Alors, passionné de cuisine, d'organisation, de restauration. Ça a toujours été un vrai kiff. Et ma sœur a épousé un garçon qui s'appelle Gilles Abécassis. Et on y reviendra parce qu'il est important dans ma vie. Et en fait, avec mon beau-frère, on parlait tout le temps de bouffe. Et on a décidé de créer un concept de restauration à Strasbourg autour du sushi, ce qui paraît complètement éculé maintenant, mais à l'époque, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Trop développé. Il y avait 10 restaurants en France. Ça n'existait pas. Ça fait que 10 ans, enfin 15 ans à peu près que... Ouais, alors le reste, ça fait 15 ans qu'on a fait Begelstein, mais c'était 10 ans avant. Ah oui, d'accord. Donc ça fait 20 25 ans. 20 ans. Et donc, on se dit, on va faire ça et on va le faire. Comme ni lui ni moi ne venons de la restauration, on l'a fait sans paradigme, partant d'une feuille blanche, et on l'a fait avec un convoyeur, les tapis roulants. Ah oui, c'est vrai qu'on en voit maintenant. Et à Strasbourg, ville du jambonneau, de la choucroute et de la tarte flambée, faire manger du poisson cru alors que ça n'existait pas, avec un tapis roulant. Et comme on venait pas de ce monde-là et qu'on n'aimait pas les desserts à base de pâtes de haricots rouges qui sont la marque des desserts japonais, on l'a fait avec notre délire. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec des pâtissiers locaux. Donc, il y avait des sushis saumon, des yakitori poulet, macarons framboise basilic, millefeuilles pralinés, tarte à la vanille, et puis fusion food, Saint-Jacques sauté au popcorn, poulet caramélisé au coca. C'était complètement hétéroclite. Ah oui. C'était délirant, sans frontières, sans cloison. C'était quoi le nom de... Ça s'appelait Moozé, M-O-O-Z-E. Et ça cartonnait à Strasbourg. Et on s'est dit, on va en ouvrir d'autres.
Ok. Et ce qu'on a, on a bien réfléchi et au dernier moment, on a eu peur pour 2 raisons. La première, c'est qu'on dépendait beaucoup trop des sushi chefs et qu'à l'époque, on n'en trouvait pas. Et deuxièmement, c'est qu'il y avait un problème, moi je viens de l'audit financier, il y avait un problème de traçabilité. Quand vous êtes dans un restaurant normal, que vous vendez des entrecôtes, vous tapez dans la caisse entrecôtes et vous savez combien d'entrecôtes vous avez. Quand vous avez un convoyeur, vous vendez des assiettes de couleur. C'est comme ça que ça marche. Oui. Donc je sais que j'ai vendu 12 assiettes rouges, 3 bleues et 4 vertes, mais sur la bleue, il peut y avoir des sushis saumon, des yakitori poulet ou des macarons framboise basilic. Et donc on n'avait pas de traçabilité. Ça fait des pertes. Ça fait des pertes et ça fait du vol. Mais la boîte était rentable quand même. La boîte était rentable, Ouais. mais si on devait en ouvrir d'autres où on n'était pas en permanence c'est vrai sur que place, compliqué, c'était plus compliqué. Mm. Et c'est ce qui fait qu'on est revenu en arrière en disant c'est pas ça qu'on va dupliquer. Et on a travaillé sur un concept en se disant trouvons un concept qui est duplicable sans risque. Et c'est là qu'est né Begelstein, mais avec une construction progressive. L'histoire, c'est que on a commencé par prendre un local en face d'un collège à Strasbourg. Ça marche bien, là. On s'est dit, on verra ce qu'on va y mettre dedans. On commence par prendre le local. Et on avait ce local, on payait sans idée. Ok. Et on s'est dit, on va en faire un lieu de vie sympa où déjà le petit côté petit con, on va récompenser les collégiens qui sèchent. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et alors on s'est dit, est-ce qu'on fait des bobounes? Est-ce qu'on fait de la street food asiatique? Est-ce qu'on fait du café? Et moi, j'habitais aux États-Unis, mon associé aussi, et on s'est dit, mais le bagel, ça permet d'être à la fois bagels et coffee shop, et de pouvoir servir aussi bien des petits déjeuners que des goûters, que des repas à midi. Tous les repas, quoi. Ça fait une transversalité, exactement. Et donc, on a commencé à travailler, mais on n'avait pas l'ombre du début de quelque chose. J'ai embauché un boulanger en lui disant, faites-moi des bagels. Il m'a dit, mais c'est quoi? Parce que personne ne sait. Ah, mais rien. Ah ouais. Les gens, au début, ils appelaient ça des bagels. Ah, ok. Tellement c'était... Ah oui. On a été précurseur du sushi et on a été précurseur du bagel. Ah ouais, ok. Donc, c'était assez drôle. Et en fait, on a travaillé plusieurs mois sur la réalisation de la recette du bagel. Et au bout d'un moment, je n'étais pas satisfait de cette recette. J'ai pris mes bagels non satisfaisants et je suis allé à New York, où je suis allé taper à la porte des fabricants de bagels en disant, voilà, je ne serai jamais votre concurrent, je suis à 8000 km de chez vous, mais aidez-moi, c'est pas satisfaisant. Vous êtes vraiment allé sur le terrain je suis allé. pour voir. Et je me suis pris encore plus de râteaux qu'avec les filles quand j'étais jeune. Je me suis pris... Ils ne voulaient pas vous répondre? Non, pas le temps. Sauf un mec à Brooklyn qui me dit, attends, les bagels, c'est toute ma vie. Je ne supporterai pas que quelqu'un les fasse mal, même à l'autre bout du monde. Tiens, mets ce tablier. Et donc, je suis resté quelques semaines avec lui. Et il m'a permis de régler mes curseurs pour arriver au résultat attendu, qui était le bagel new-yorkais. Et je suis reparti en France avec, voilà, maintenant je sais, avec les recettes. Et on commence à travailler nos recettes. On a nos premières études de marché. Et en fait, les gens n'aiment pas du tout. Ah ouais? Parce que le bagel new-yorkais, il est très dense, très lourd. Et la référence de la légèreté de la baguette en France fait qu'il y avait un gap trop important. Et oui, c'est pas les mêmes codes, on va dire. Exactement. Aux États-Unis, en France, oui, c'est vrai que des fois, on veut importer un concept, mais ça marche pas forcément. Et alors, ce qui est bizarre, c'est que ce qui s'est passé, c'est que je suis allé à New York pour affiner ma recette new-yorkaise. Au final, et quand je suis revenu, j'ai dû dégrader des choses pour adapter au palais français. Et donc, on a ouvert en janvier 2011 le premier Begelstein. Alors, c'était très drôle. C'est à Strasbourg, dans un endroit pas du tout premium et ultra marketé déjà. C'est-à-dire qu'il y avait les casquettes Begelstein, les stylos Begelstein, le PQ Begelstein, les t-shirts, tout dès le départ. C'était une technique marketing? Ouais. Ok. Ouais, on s'est dit, on va... Et les gens rentraient là et disaient, ah ouais, Begelstein, ah ouais, je connais bien, moi, il y en a plein. Hein. Moi, chaque fois, je vais à celui de New York, il est vachement bien, le Begelstein de New York. Alors que... il n'y avait pas du tout de Begelstein New York. Oui. Parce que le nom vient du coup de nous. Oui, voilà. Ouais, mon associé et moi. Et donc, ça a permis à Strasbourg et dans le microcosme local de survendre un peu la marque. Et très vite, on a compris qu'on n'aurait pas de moyens. On reparlera de l'aspect financier. Ouais, ce que j'allais dire. Ouais. On n'avait pas de moyens du tout
Et il fallait trouver un moyen intelligent et peu cher de se faire connaître. Et on a très vite adopté ce ton irrévérencieux qui nous a fait connaître dès le départ. Et c'est venu comment cette idée justement de s'attribuer, on va dire, ce côté un petit peu borderline justement pour se faire connaître? D'abord, c'est assez notre état d'esprit à Gilles et moi. Ok. Même aujourd'hui, et je pense que c'est assez démonstratif, aujourd'hui la marque est beaucoup plus puissante. On a beaucoup de franchisés qui veulent ouvrir. Et on a des candidats qui viennent nous voir en disant, au sein de la franchise par exemple, moi je veux absolument ouvrir un Begelstein dans ma ville. Alors racontez-moi, moi je suis venu que pour vous. Et on dit non, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a beaucoup trop de monde ici, il y a trop de bruit, c'est pas bien. Pour nous comprendre, il faut voir notre centre de production, là où on fabrique les bagels, puisqu'on les fabrique tous les jours. On les surgèle pas, ils sont frais. Il faut comprendre ça pour nous comprendre. Donc, viens nous voir. Alors, comme ça travaille la nuit, c'est des horaires qui ne sont pas très sympathiques. Donc, on t'attend demain matin à 4h moins quart. C'est à Pantin. Pas de montre, pas de bijoux parce que ça craint. Il y a souvent des agressions. Donc, on t'attend demain et on sera là. Il faut qu'ils aient vraiment envie de venir. Et les gars, ils nous regardent. Ils disent, c'est sérieux ou c'est pas sérieux? C'est très représentatif du ton. Ouais. Et pour revenir à la question, on a pris un parti pris qui, ça peut paraître facile, c'est extrêmement complexe. Parce qu'on est une des rares marques qui acceptons que des gens nous détestent. C'est pas simple à adosser. Et on le revendique pas. C'est parce qu'on cherche. Mais comme on est borderline, il faut accepter que des gens nous aiment pas. Et c'est quoi la définition d'être borderline? Comment vous transmettez ça? On a été sponsor de la Gay Pride. Je vais vous donner un exemple, plus qu'une définition, parce que c'est un ton. On a été sponsor de la Gay Pride avec un t-shirt 50 000 exemplaires, en référence fine et subtile à la forme du bagel. Gay Pride, hein. Peu importe le sexe, pourvu qu'il y ait un trou. Ok, ouais. Voilà le bordel. Ouais, je vois le... Ok. Donc du coup, là, à ce moment-là, parce que vous m'aviez dit qu'au départ, les bagels, ils n'étaient pas appréciés. Comment vous avez réussi? Enfin, justement, est-ce que c'est ce côté-là, image de marque, qui a sauvé un petit peu? Non, parce que quand on a lancé Begelstein, on avait déjà corrigé la recette. On l'a pas lancé. C'était des études de marché qu'on a fait préalablement à l'ouverture. Donc quand on a ouvert, il y avait déjà la recette qui est encore la même qu'aujourd'hui. Qui était adaptée à la France. Vous avez allégé le pain? Oui, on a allégé le pain. Oui, on a beaucoup travaillé là-dessus. Non, en fait, il y a eu une année 2012 qui a été assez importante dans notre développement. On a ouvert à Strasbourg. Et d'ailleurs, on n'a pas ouvert dans le premier endroit qu'on payait à vide en face du collège. En face du collège, au final, c'est pas fait? Ça s'est fait, mais ça n'a pas été le premier. Ah, ok. Parce que un des partis pris qu'on a eu en l'absence de toute humilité, on s'est dit qu'on était les seuls à pouvoir fabriquer nos bagels. Et donc, il nous fallait un endroit où on pouvait les cuire. Et cet endroit-là, en face du collège, n'avait pas d'extraction et ne permettait pas la cuisson. Donc, non seulement on a payé des mois à vide, mais en plus, le premier, on a dû aller ailleurs. Et celui en face du collège a finalement été le deuxième à ouvrir. Okay. Mais il nous a permis de construire le business model, puisque, bien qu'ils étaient à 500 mètres, on fabriquait dans un endroit. Et vous les envoyiez. Et tous les jours, on faisait les livrer. Donc, gestion des commandes, gestion des process de livraison, etc. Et au départ, au niveau financier, comment vous faisiez? Une horreur. Vous n'avez pas levé de fonds? Non seulement... alors, indirectement, si. Tout a commencé avec 1 000 euros de capital. Okay. On a ouvert les 2 premiers avec 1 000 euros de capital et 120% d'emprunt. Wow. Ce qui est aujourd'hui... On vous a laissé faire un emprunt? Ah ouais? Ouais, bon, aujourd'hui, ce serait plus compliqué, je pense. Je le crains. Je suis pas sûr d'avoir valeur d'exemple pour vos auditeurs. Oui. Ce serait plus compliqué. Mais en l'occurrence, ça a été le cas. Et ça a été un problème aussi, in fine. C'est-à-dire que nos banquiers ont été très contents, on a tout remboursé, mais ça a été largement sous-capitalisé. D'autant plus qu'on a grandi à partir de 2012 et 2013, on a grandi assez vite, générant des BFR, je parle aux auditeurs financiers, de plus en plus besoin en fonds de roulement. Et comme on était court en capitalisation, ça a été très compliqué à financer cette croissance. On va lever des fonds, mais qu'en 2014, 3 ans plus tard. Ok, quand même, oui. Et ça nous a permis de travailler un gap et un levier supplémentaire de cette levée de fonds. Mais les 3 premières années ont été très compliquées à gérer parce que c'était sous-capitalisé. Alors, avec le recul, on dit « Waouh, c'est super », mais non, c'est pas super. Et c'est pas une bonne idée. Ça a été trop lourd.
Et ça l'a été d'autant plus. Là, je reviens au début et pour boucler avec cette question entrepreneuriale. C'est-à-dire que ça a été ma première vraie expérience entrepreneuriale, puisque à ce moment-là, je plonge dans l'entrepreneuriat avec, pas tout seul, puisque j'ai Gilles, on est deux, donc ça c'est magique. Mais c'est quand même la première expérience entrepreneuriale. J'ai toujours mes 3 enfants qui mangent 3 fois par jour. Et à un moment donné, ça commence à démarrer, mais je ne peux pas me payer. Et j'ai vécu l'entrepreneuriat par le sale côté au départ. Parce que j'étais en fin de droit. Ah oui. Et il a fallu se poser des questions en disant qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que tu continues Begelstein qui ne te nourrit pas ? Ou est-ce que tu... C'est dommage. Ouais, c'est dommage. Surtout pour la restauration. Pour la restauration, ouais. Et j'avoue que j'ai une femme exceptionnelle parce qu'il fallait croire en moi. Parce que moi, j'avais la vision de ce que ça pouvait devenir. Mais, dès le départ ? Ouais. Dès l'ouverture du Begelstein, du premier. Du premier ? Ouais. Parce que je voyais l'enthousiasme, je voyais le buzz et je me projetais bien. Mais il fallait quand même payer les factures. Moi, j'avais ma vision de Begelstein. Ma femme, elle avait la vision de l'huissier qui venait chercher la télé à la maison. Oui, du coup, c'est pas facile. C'est vraiment compliqué. J'avais plus d'assurance maladie, j'avais plus d'assurance pour ma voiture. C'était vraiment sans filet, quoi. Et comment on tient justement dans ces moments-là Avec la vision et en se disant toujours la même chose. Je veux pas de regrets. Il faut que j'aille au bout de l'aventure. Mais ça n'a pas été simple, vraiment pas. Hein. Donc c'est aussi ça l'entrepreneuriat. On parle volontiers des moments heureux, et il y en a eu plein, mais le début a été super difficile. Est-ce que vous aviez l'impression de réaliser quand même votre rêve ? Parce qu'à la base, c'était ça quand même s'il y avait ces périodes compliquées. Complètement, et je me disais, si ça doit tourner au cauchemar, allons quand même au bout du bout pour être sûr de ne pas avoir de regrets. Ce que je vis est dense et intense et fort, super difficile, mais fort. Et je peux pas arrêter au milieu. Mais c'est un projet familial. Hein. Ma femme et mes gosses qui étaient plus jeunes, mais ils l'ont porté avec moi. Hein, parce qu'il y a eu des sacrifices dans tous les sens, etc. Oui, ok. Et qu'est-ce qui fait après, du coup, que vous arrivez à remonter, on va dire, après, il y a l'enthousiasme de l'écosystème aussi. C'est là où on nous dit tiens, on a vu que vous avez un petit concept à Strasbourg. Non, ça s'est passé autrement. Il y a, je le fais à l'envers. Quand un magasin Apple ouvre dans un centre commercial, ils sont tellement puissants en termes d'attraction de flux qu'ils s'arrogent le privilège de choisir leurs voisins. Et on a l'Apple Store qui est inauguré à Strasbourg. Et en fait, on a les responsables d'Apple qui viennent pour l'inauguration, qui viennent chez Begelstein, que personne ne connaît à l'époque, et qui nous positionnent comme voisins potentiels sur la liste des voisins des Apple Store. Et ils écrivent aux centres commerciaux en disant qu'on est autorisé. Et comment ils ont connu ils viennent, vous aviez 2 restaurants ils étaient à Strasbourg pour l'inauguration de l'Apple Store, et il pleuvait, ils sont allés boire un café chez nous, ils ont trouvé ça sympa. Ils ont adoré. Exact. Et donc, on se retrouve avec les centres commerciaux qui nous appellent. Et on va avoir une proposition du 2e plus gros centre commercial de France, qui s'appelle La Part-Dieu, et qui va nous proposer... C'est à Strasbourg ? À Lyon, pardon. Ah oui, parce que j'allais dire, à Lyon, il y a La Part-Dieu. Oui, c'est exactement. Et on va avoir la possibilité d'ouvrir à La Part-Dieu. Ok. Sauf qu'on fabrique nos bagels frais à Strasbourg. Ah oui, pour les envoyer tous les jours. Et tous les envoyer, c'est trop compliqué. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Qu'on monte une cuisine pour fabriquer les bagels. Mais pas que les bagels, on fabrique aussi les cookies, les cheesecakes, les muffins, les crumbles, etc. Donc, nos bagels et nos desserts à Lyon. Et on doit monter un local de production à Lyon pour La Part-Dieu. Mais ça ne s'amortit pas sur un seul restaurant. Donc, en fait, on construit un projet avec une petite cuisine, La Part-Dieu, et un 2e restaurant pour absorber les frais de la cuisine. Oh. Tout ça, 600 000 €. Ah ouais. Qu'on n'a plus. On ne peut plus emprunter. Et en fait, on trouve un partenaire qui est prêt à apporter 200 000 €. Okay. Et qui va nous aider à monter le projet. Vous êtes allé le chercher ?
Ouais, c'est quelqu'un qu'on connaissait et avec qui on a échangé. Et en fait, on a monté le prêt, on a signé le bail à la part Dieu, et le prêt a été refusé par la banque a posteriori. Ah ouais. Et on se retrouve avec un engagement de bail et plus pas d'argent. 1 000 € d'astreinte par jour de non-ouverture. Oh. Et donc, on a fait, avec Gilles, dans notre histoire entrepreneuriale, c'est assez dingue, on a acheté tout d'occasion pour monter une petite cuisine. Donc, ce qu'on avait prévu de manière très professionnelle, on l'a fait à la sauvage. On a acheté un four sur le Bon Coin à des gitans à Lons-le-Saunier, où il fallait aller dans la forêt avec les projecteurs sur la gueule pour pas payer en espèces. Enfin. Et vous aviez des salariés aussi, du coup, qui travaillaient, qui fabriquaient ces... oui, on a formé une salariée à Lyon qui fabriquait les bagels. Fallait pas tous les bagels de Lyon. Mais oui, ça a été une aventure comme ça, mais ça a été très formateur. Et du coup, on a été repérés. On nous a proposé d'avoir un stand au salon de la franchise. C'était pas une franchise à ce moment? Enfin, non, pas du tout franchisé, c'était que des établissements à nous. Okay. Et salon de la franchise, pas un rond pour avoir un stand digne de ce nom. Donc, on prend un stand au salon de la franchise avec une table, 2 chaises, 3 photos de bagels au mur. Et à côté de nous, il y a Jeff de Bruges et des majorettes, McDo, 5 à sec avec des feux d'artifice. Ouais. Et les gens viennent et ils disent Bagelstin, c'est quoi cette histoire-là? Alors on leur explique, ah mais on peut goûter, vous avez des choses à nous faire goûter? Non, on sait très bien que vous venez au sein de la franchise pour bouffer gratos, donc vous allez commencer par bouffer ailleurs et quand vous n'avez plus faim, vous revenez nous voir. Ouais. Ah ben, vous êtes bizarre, oui, on est très bizarre. C'était bien, c'était dans la ton. DA, oui. Exactement. Et les gens en fait revenaient et nous disaient, bon alors comment est-ce qu'on peut découvrir? Oh ben, très simple, il faut faire un chèque. Un chèque? Oui, il faut faire un chèque à la SNCF et venir nous voir à Strasbourg. Et les gens sont venus. C'est un truc de fou. C'était quel type de personnes? Il y avait vraiment de tout. Et c'est très représentatif. Moniteur d'auto-école. Ça attire vraiment tout le monde. Ah ouais. On a eu des profils par la suite. Des directeurs d'opéra, des profs d'aviation. Okay. On est vraiment, je suis très fier de ce mélange, de ce melting pot. Ouais, carrément. Et donc, on fait salon de la franchise. Et avec notre ton et nos manques de moyens, et on arrive à signer un contrat de franchise. Et pour nous, c'était un truc de dingue. Parce que faire confiance à une marque jeune qui n'a que des établissements à Strasbourg, à un Lyon, et s'engager avec cette marque, c'est un sacré pari. Et nous, ça nous met une sacrée pression. Et en fait, c'était pour un restaurant à Paris, dans un emplacement 1+, en plus, il existe toujours, 13 rue des Pyramides, donc entre Louvre et Opéra, des beaux quartiers. Et il y a un franchisé qui devient notre premier franchisé. Oh. Et il doit ouvrir le 4 octobre. Et même problème qu'à Lyon, comment on fait pour produire. Ouais. Et Gilles, qui est incroyable, a réussi à trouver une boulangerie en dépôt de bilan qui pouvait être reprise pour rien, avec du matériel à l'intérieur. Ah, parfait. C'était top. Et on embauche un boulanger qu'on forme à Strasbourg. Et on doit récupérer les clés de la boulangerie en liquidation le 26 septembre pour ouverture le 4 octobre. Et on va pour récupérer les clés. Et là, l'administrateur judiciaire nous dit « Ah oui, il y a un problème administratif, il y a 3 mois de décalage. » Je dis « Mais moi, je ne peux pas, même 3 mois de décalage, c'est pas possible. Non. On ouvre le 4 octobre, c'est notre premier franchisé. Il a mis beaucoup d'argent sur la table. Il attend qu'une chose, c'est de commencer l'exploitation pour rembourser ses emprunts. Vous ne pouvez pas me faire ça. » Et il me dit « Je n'ai rien à foutre de vos problèmes, monsieur. » Et on s'est retrouvés dans cette situation. Et avec Gilles, et qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, tous les jours, je faisais l'aller-retour en voiture, Strasbourg. Ah ouais. Pour livrer les... Pour livrer. Waouh. On a ouvert le 4 octobre. Pendant combien de temps? Alors, ça n'a pas duré 3 mois. Ouais. Et puis après, il y a quelqu'un qui le faisait en substitution de moi. Mais ça a duré plusieurs semaines. Ouais. Ah oui. Il y a combien de temps entre... Il y a 5 heures de voiture. Waouh. Donc, aller-retour tous les jours? 10. Ouais. Waouh. L'essence, ça devait être... Ah ben, c'était financièrement... Financièrement, oui. Physiquement...
C'était un truc. Mais c'était notre premier franchisé. Et avec le recul, comment prouver mieux au monde qu'on ait des franchiseurs qui soutiennent nos franchisés? Ah bah oui, c'est sûr. Donc pas de regret, je veux dire. Non, c'était... Encore une fois, ma femme a été exceptionnelle. Mais ouais, ça a été... Wow. Ça fait partie aussi de l'ADN et de l'histoire de Begelstein. Et qu'est-ce qui fait, du coup, selon vous, le succès, justement, de Begelstein? Commence à prendre l'ampleur, justement on arrive à Paris et en se disant, qu'est-ce qui va se passer? Et on voit le succès dingue. Pourquoi? Parce que... Il y avait 0 bagel, ça existait. Enfin, il y avait quasiment rien. Il y avait 1 ou 2 Américains qui avaient installé 2 petits stands. Mais d'abord, pour répondre à votre question, qu'est-ce qui fait le succès? Indubitablement, la première réponse, c'est la qualité de ce qu'on fait. Parce qu'on les fabrique nous-mêmes. Il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de produits chimiques. Ils sont frais du jour. Tout est frais. Et c'est un des facteurs clés de succès de la marque. On a su adapter des recettes. Les Américains ne mangent pas du tout les bagels comme on les mange chez Begelstein. Ouais. Quand ils viennent ici et qu'ils voient nos bagels, ils disent « mais c'est un truc de dingue ». On a des ingrédients de qualité, on a des sauces, on a une équipe R&D qui travaille en permanence sur le renouvellement et le dynamisme de la carte. En 2024, on a lancé nos Bagel Show qui ont été révolutionnaires. C'est quoi? On vient empiéter sur le secteur du burger, mais sans faire de burger. Il n'y a pas de steak haché chez nous. Mais ça va être pulled beef, chutney d'oignon, cheddar fondu, cabillaud pané, sauce tartare, herbes fraîches. Ah oui, c'est vraiment au standing, faire des burgers. Exactement. Et en fait, on a lancé 2 autres gammes. On a lancé cette gamme signature et on a lancé une gamme entrée de gamme, mais sans détériorer la qualité, avec pour avoir des gammes de prix qui sont très larges. Donc, la qualité de ce qu'on vend, c'est indubitable. Ça fait partie, oui, aussi de la marque, quoi. Enfin, absolument. Ouais. C'est le premier pilier de la marque. Le deuxième, c'est aussi notre ton, puisque alors, le ton a changé, puisque le monde a changé, et que les choses, les supports ou les vecteurs d'humour ne sont plus les mêmes et ne peuvent plus être les mêmes. Mais c'est pas délicat, justement C'est super délicat. Ouais, surtout aujourd'hui, où les gens sont de plus en plus offensés. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, et on l'a vécu avec, avec un monde numérique, je ne veux pas dire digital, un monde numérique et avec des haters qui s'emparent de n'importe quel prétexte pour détester. Donc, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Il y a quelques années, on a eu tellement d'emmerdes, et c'est ce qui ressort. Ouais, vous n'avez pas eu des campagnes qui ont fait polémique mais qui ont été détournées. Il y a un gars que vous êtes jeune, vous connaissiez peut-être pas, qui s'appelle Jacques Séguéla, qui faisait les campagnes de pub des hommes politiques dans les années 80, 90. Qui a sorti une énormité un jour en disant « si à 50 ans on n'a pas de Rolex, on a raté sa vie ». Je vois très bien. Et un soir, il est invité dans une émission, un talk show, je ne sais plus lequel, et on parle de l'homosexualité, et il est très gêné, à tel point que ça devient gênant. Vous y étiez? Non. Ah, c'est le... Ok, ouais, ah oui, on d'accord. On regarde à la télé. Mais... Et le lendemain, on se fout de sa gueule à la Begelstein, et on écrit « J'en ai marre de ces gays-là. Jacques S, 81 ans, trop vieux publiciste. » Il l'a vu? Et ce qui s'est passé, je ne sais pas, mais d'autres l'ont vu. Et les haters ont enlevé le Jacques S, 81 ans, trop vieux publiciste. Et on s'est retrouvé à « J'en ai marre de ces gays-là, Begelstein. » Ah oui. On le raccourci. Et manif LGBT devant chez nous, campagne de boycott. On était sponsor de la Gay Pride l'année d'avant. Et après, on est dans la justification, ça prend des proportions dingues. Ouais, c'est compliqué. Et comment on ressort justement comment on sort d'une polémique comme ça? Très complexe. Parce quand on est une marque, et après on est assimilé à ça. Hyper difficile, hyper long. Toute prise de parole est délicate à ce moment-là, parce que vous êtes dans une justification alors que vous avez envie de crier au monde, mais c'est pas moi. Et ça se répand. Et il faut juste faire profil bas et attendre. Mais la mémoire des réseaux sociaux est longue. Ouais. Et bon, après, nous, c'est aussi reprendre la parole sur d'autres choses et s'imposer sur d'autres terrains pour diluer celui-là, qui, encore une fois, n'est pas du tout de notre fait. On n'a jamais eu de propos dans ce sens-là. Mais ouais, c'est compliqué. Mais vous gardez quand même cette image-là
Je veux dire, le but, c'est pas de baisser la tête et de changer d'ADN. Non, mais c'est compliqué parce que j'ai aussi un réseau de franchisés qui est derrière moi et je les entraîne avec moi. Donc, si demain, il y a dans une ville un franchisé qui a un problème à cause de ça, et c'est compliqué. À un moment donné, on mettait sur nos vitrines, et c'est encore une fois très représentatif à la fois de Begelstein et de l'époque actuelle, on écrivait « Free Wi-Fi pour les filles ». Ce qui est ridicule. Ouais. Mais on a eu des campagnes féministes qui disaient « Mais vous êtes sexiste, c'est boycottons Begelstein ». Et on va où ? Alors, on a écrit Free Wi-Fi pour les petits. On a eu des associations de personnes de petite taille qui se sont plaintes. Donc, on a enlevé. Et vous saviez qu'il y avait ces répercussions qui étaient possibles, en passant des messages comme ça ? Pas au départ. Non, pas au départ ? Pas au départ, non. Non, parce qu'on s'est pris des coups. Donc, on revient à l'entrepreneuriat. C'est ça aussi, l'entrepreneuriat. Hein, parce que on porte ça, on porte nos salariés, on porte nos franchisés. On a la responsabilité de tout ça. C'est à la fois exaltant, mais c'est difficile. Puis, vous dormez mal quand ça arrive. Oui. Ah non, c'est sûr. Et qu'est-ce que, selon vous, les gens les franchisés, je veux dire, qu'est-ce qui leur plaît chez Begelstein ? Est-ce que c'est... Alors, on revient aux deux piliers, la qualité des produits. Ah oui, c'est ça qu'ils viennent chercher. Ah, mais essentiellement, les franchisés, ils nous disent tous, moi, j'ai la tête haute dans ma ville quand je vois les produits que je vends. Et que je ne pourrais pas travailler pour d'autres marques, que je ne vais pas citer ici, qui vendent des produits soit surgelés, soit totalement industriels. Encore une fois, le poulet, nous, on surveille beaucoup l'origine des poulets. On travaille avec L214. Le saumon, le cream cheese, tout est frais. Et les produits qu'on fabrique nous-mêmes le sont par des vrais boulangers. C'est pas de la poudre de muffins qu'on réhydrate et qu'on cuit en disant c'est fait maison. C'est des vrais boulangers pâtissiers avec de la vraie farine, des vrais œufs, du vrai chocolat. Et qui ne sont pas surgelés, et qui sont fabriqués le jour même et livrés dans tous nos restaurants. Et est-ce que, pour vous, aujourd'hui, vous recommenceriez cette aventure ? Parce que c'est vrai qu'on entend de plus en plus, se lancer dans la restauration, c'est très compliqué, surtout aujourd'hui. Déjà, au niveau de la concurrence, mais lancer un business dans la restauration. Et si vous recommanderiez, ce serait quoi le conseil général que vous pourriez donner ? Mais déjà, c'est vivre une passion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour répondre à votre question, mais sans hésiter, je recommencerai parce que j'adore le métier lié à la bouffe, parce que c'est une vraie passion et que j'ai toujours la même excitation de goûter des nouveaux produits, de voir les produits sur lesquels on a travaillé. Vous êtes testeur. Je suis testeur. On a une équipe de recherche et développement qui est composée de 3 personnes qui font un super boulot. Et quand je vois la passion qu'ils mettent dans leur travail, ça m'anime aussi. Donc, oui, je le referai tout de suite. Maintenant, c'est super dur. C'est beaucoup plus dur que ça ne l'était à l'époque, pour plein de raisons. La première, c'est que toutes les émissions de télé autour de la cuisine, de la pâtisserie, de la boulangerie et de la restauration ont démocratisé le métier de la restauration. C'est ça qui... Et ont supprimé des cloisons qui, en fait, ne sont pas inutiles entre « je fais bien à manger » et « j'ouvre un restaurant ». Et on se retrouve avec beaucoup de cadres supérieurs des tours de la Défense qui, à 40 ans, en ont marre de se faire gueuler dessus par un N+1 et qui décident, à qui on dit attends, ton hachis parmentier, il est incroyable, j'adore. Et qui disent tiens, je vais me faire un business de hachis parmentier. Il a reçu un peu d'argent lors de son départ et il va ouvrir un hip.com et il va vendre du hachis parmentier. Ça va tenir 6 mois, parce que c'est un vrai métier. Mais pendant 6 mois, il aura fait du mal aux professionnels qui sont autour. Et c'est un des métiers où il n'y a pas de barrière à l'entrée. Si demain, Jade, vous voulez ouvrir un salon de coiffure, vous ne pouvez pas, parce qu'il faut un diplôme. Vous voulez ouvrir un restaurant de hachis parmentier, vous pouvez le faire. Alors qu'il y a des enjeux qui sont lourds pourtant. Ils sont lourds derrière. Donc ce manque de barrière à l'entrée, il pose problème dans un environnement ultra concurrentiel. Maintenant, moi, je le vois aussi comme un aiguillon pour être meilleur. Réinventons-nous. Et c'est ce qu'on fait en permanence. Et ça, c'est aussi dans l'ADN de l'entrepreneuriat. À partir du moment où tout va bien, c'est là où il faut s'inquiéter. Parce qu'il faut penser à demain. Quand on a lancé notre carte 2024 avec nos bagels chauds, c'est venu début 2023 d'une réflexion où début 2023, je suis tombé sur la photo du premier menu board
de janvier 2011 du premier Begelstein. Ah oui. Et je réalise que les 9 recettes que j'avais en janvier 2011, c'est toujours exactement les mêmes en janvier 2023. Ah ouais, elles sont restées intactes? Intactes, sauf que ce qui coûte 7,50 aujourd'hui coûtait 3,80 à l'époque. Ah ouais. Et jusqu'à quand un client final peut absorber l'élasticité pour un même produit? Et c'est là où, avec toute l'équipe Begelstein, la R&D, mais pas seulement, la com, supply chain, marketing, l'animation réseau, on a travaillé sur la refonte de la carte et qu'on a lancé une gamme signature avec des bagels chauds, une gamme easy avec des bagels un peu plus petits mais accessibles beaucoup plus facilement en prix. Et repenser et se réinventer, ça a été aussi extraordinaire. Pendant des années, nos clients nous ont demandé des frites. Mais il n'y a pas de frites parce qu'il n'y a pas d'extraction. Ce qui permet de se déployer rapidement parce que quelqu'un qui veut ouvrir un restaurant Begelstein, ça va lui coûter entre 150 et 200 000 euros. Ce qui est beaucoup et pas beaucoup d'argent pour un restaurant. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de cuisine, parce qu'on livre tout, tous les jours. Il n'y a pas de frais pour eux. Et il n'y a pas d'extraction, donc nous, on n'avait pas de frites. Parce que les frites au air fryer, on n'a pas validé. Qualitativement, ça ne nous convenait pas. Jusqu'au moment où on a travaillé avec un fabricant de friteuses qui a lancé des friteuses étanches sans extraction, pour lesquelles il n'y a ni fumée ni odeur. Ça coûte beaucoup plus cher, mais ça permet de vendre des frites. Et on a lancé nos frites maintenant il y a 2 ans et demi, et ça a été ça cartonne. Et aujourd'hui, on a des frites dans tous les Begelstein, quasiment tous les Begelstein. Comment vous arrivez à véhiculer ce message de qualité ? C'est difficile. Vous le savez parce que vous le mettez en place, mais pour le faire comprendre aux gens. Mais vous mettez tellement l'accent sur un point. On est les seuls à fabriquer nos bagels. On est un des rares à ne rien surgeler, à livrer que du produit frais, made in France, fait par des boulangers, pâtissiers, cuisiniers, tous les jours dans nos 90 restaurants. Et ça passe par quoi ? C'est par les réseaux que vous arrivez Mais on n'y arrive pas. Ah ouais. On n'y arrive pas parce que dès qu'on dit c'est nous qui l'avons fait, c'est frais, c'est super bon, il y en a qui disent c'est votre meilleure blague. Ah bah oui, ça se retourne contre vous là au final. Mais oui. Et aujourd'hui, c'est un gros chantier sur lequel on travaille pour donner plus de contenu sur la marque et ses valeurs. Mais c'est compliqué d'avoir un ton irrévérencieux et d'arrêter de changer de ton quand on parle du produit. D'avoir le côté sérieux, d'arriver à faire ressortir au final ce qui est sérieux de ce qui n'est pas. Parce qu'on a fait des campagnes de dingue. On a fait il y a quelques années le Backelstein. C'est-à-dire qu'on avait constaté que selon le ministère de l'Éducation, sur la table des lycéens qui passaient les épreuves du bac, il y avait 2 choses. Il y avait la trousse et une bouteille d'eau. Oui, et à manger aussi. Ouais, mais on n'a rien fait à manger, on n'a rien fait sur la trousse, mais on a fait des bouteilles d'eau, Begelstein, avec les pompes sur les étiquettes. Donc il y avait la bouteille d'eau anglais avec les verbes irréguliers, la bouteille d'eau histoire avec toutes les dates, la bouteille d'eau maths avec les formules de maths. Ouais. Et notre rêve, c'était de se faire interdire par le ministère de l'Éducation nationale. Un gros coup de pub. Gros coup de pub. Donc, voilà, ça c'est l'ADN Begelstein. Et pour revenir à votre question, qu'est-ce que les franchisés qui nous rejoignent aiment et pourquoi ils nous rejoignent ? C'est la qualité des produits, l'ultra frais et ce ton avec lequel ils se sentent à l'aise. Après, on est honnêtement, je grenouille beaucoup dans le monde de la franchise en France. On est de bons franchiseurs. C'est-à-dire qu'au début, on avait beaucoup de succursales, de restaurants à moi, par opposition aux restaurants qu'ont des franchisés. Mais notre vrai métier, c'est d'être franchiseur. En fait, un franchisé va rencontrer des problèmes que j'ai tous rencontrés et que j'ai tous résolus. Donc, mon métier à moi maintenant, c'est de partager cette expérience, ce savoir-faire. Vous allez à leur rencontre, justement. Beaucoup. On a une équipe d'animation réseau qui est incroyable et qui fait un super boulot. On est présent 7 jours sur 7 avec nos franchisés. On a des outils de communication. On est vraiment à leur écoute. Alors, après, le Covid a changé aussi pas mal de choses. Oui, j'allais dire pendant le Covid. Alors, mais même depuis, on est moins en boutique, mais par contre, on est beaucoup plus présent avec eux. D'accord.
les accompagner Beaucoup, au quotidien. beaucoup. Ouais, mais ça se voit que c'est vraiment une passion pour vous, vraiment de faire tout ça. Mais c'est un C'est kiff. pas un travail, je veux dire, lambda ou... Mais alors, est-ce que c'est pas le secret de chaque entrepreneur? Ça, c'est une bonne question. Peut-être. Non, c'est pas du tout un travail lambda. C'est une passion parce que je crois à ma marque, je vois l'engouement qu'elle procure. Mais c'est un truc de dingue quand on y pense. Parce que il faut bien se dire une chose. Moi, j'ai 2 choses dans ma vie. J'ai d'un côté ma femme et mes enfants, et de l'autre côté, la marque que j'ai créée avec Gilles. C'est notre bébé à Gilles et moi. Oui. Et je vais confier mon bébé à des gens que je connais pas. C'est un truc de ouf. Donc, c'est incroyable. De voir l'ampleur aussi que ça prend. Et de voir ces gens qui... Absolument. Et ces gens qui veulent signer un contrat et porter ma marque dans leur ville, dans leur village, et maintenant dans d'autres pays. Donc on a signé un contrat en Inde. Ah ouais. C'est un truc Il y a un BYJ qui va ouvrir en Inde. Ouais. Ah ouais, incroyable. Ouais. Wow. Et j'espère beaucoup d'autres. Gilles et moi, on y était encore en novembre. Ouais, et puis là, en Suisse, Belgique, Luxembourg, Italie. Ça, c'est incroyable. Ouais, c'est une belle histoire. Et pour vous, c'est quoi les 3 qualités, par exemple, pour être un entrepreneur et réussir justement dans son domaine? Avec votre expérience. Je voulais garder pour la fin, mais on peut en parler maintenant. La première chose, c'est d'être engagé, mais pas impliqué. Pas impliqué, engagé, ouais. Il faut vraiment que ça vienne du cœur et que ce soit... Vous connaissez la différence entre être impliqué et être engagé? Non. C'est l'œuf au bacon. L'œuf au bacon? Dans l'œuf au bacon, la poule est impliquée, le cochon est engagé. Je vous laisse mariner ça. Ok. Être engagé, vraiment. Et peut-être que la deuxième, c'est être un peu inconscient. Parce que on a tous, quel que soit notre projet et quel que soit le projet des gens qui écoutent aujourd'hui, on a tous d'excellentes raisons de ne pas faire les choses. Et on a tous une communauté autour de nous qui va justifier que le projet ne tient pas la route. Et je pense qu'il faut à un moment donné une dose d'inconscience par rapport à ça pour se dire... Non, moi j'y crois. J'ai couru beaucoup de marathons dans ma vie. 18. Ah oui. Et en fait, pendant un marathon, il y a une schizophrénie du cerveau. C'est-à-dire qu'il y a un bout du cerveau qui se dit « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Ça va pas, non? T'as mal pour rien, arrête tes conneries. Ouais. » Et en fait, c'est le cerveau reptilien. C'est la partie du cerveau qui est là pour nous protéger, pour nous rassurer, pour pas prendre de risques, pour faire le minimum. Et il y a l'autre cerveau qui dit « Attends, ça fait 3 mois que tu t'entraînes comme un malade, tu as décidé ça, c'est toi qui décides, l'autre qui ferme sa gueule. » Dans l'entrepreneuriat, il va y avoir la même chose. C'est-à-dire qu'il il y a cette schizophrénie aussi. Et il faut savoir écouter son vrai cerveau et pas son cerveau reptilien et savoir mettre en sourdine son cerveau reptilien qui va protéger et qui va dire non, mais... Mais ça, c'est les peurs, c'est pas prendre de risques, tout ça. Rester dans sa zone de confort, au final. Exactement. Et sortir de cette zone de confort, c'est un terme un peu galvaudé, mais qui est quand même clair. C'est important aussi pour le... Mais encore aujourd'hui, ça fait donc bientôt 14 ans que Begelstein existe. Je sors encore de ma zone de confort et ça pique encore. C'est pas du tout un long fleuve tranquille, alors que les problématiques sont plus les mêmes. Mais je continue à vivre l'entrepreneuriat au quotidien. Et avec la même passion, les mêmes difficultés, les mêmes nuits blanches et les mêmes grands moments de kiff. En fait, l'entrepreneuriat, c'est comme une vie sans entrepreneuriat, mais avec une amplitude plus large, pour les bons moments et les mauvais moments. Il faut savoir accepter, accepter des écarts types importants. Ouais, mais au moins on les vit de manière plus intense, on va dire. Mais tout le monde n'est pas disposé, et moi-même, je ne l'étais pas au départ. J'aurais pas pu. J'ai dû arriver à ce cheminement, ce que je vous expliquais au départ, à travers mes premières expériences salariées, pour pouvoir me défaire de cette carapace et pouvoir vivre cette amplitude qui n'est, encore une fois, c'est pas donné à tout le monde. Et je dis pas que c'est bien ou pas bien, hein. C'est particulier.
Et comment vous voyez aujourd'hui l'entrepreneuriat tel qu'il est, qui se développe? Parce que c'est vrai que ça prend de plus en plus d'ampleur aujourd'hui. Il y a de plus en plus de gens qui veulent entreprendre. Et avec votre vision des choses, c'est quoi? Est-ce que vous faites une différence entre l'entrepreneuriat d'avant, on va dire il y a 14 ans, et celui qui se développe aujourd'hui avec des business totalement différents? Déjà, il y a une chose qui a quand même beaucoup changé et qui malheureusement est incontournable, c'est l'accompagnement bancaire. Oui. Parce que ça devient une donne complexe. Et je ne peux qu'encourager les gens à avoir un bon dossier bancaire et à bien le préparer. Le problème aussi, c'est que... Parce que, en fait, on ouvre 20 restaurants par an en France. Donc j'accompagne des entrepreneurs. Chaque franchisé est un entrepreneur, il prend des risques, il crée sa boîte, et on les accompagne beaucoup, y compris avec les banques. Il y a des gens chez moi qui ne font que ça. Et le problème de la banque, c'est que vous présentez un dossier et vous avez un avis négatif et la banque va vous dire oui, mais c'est parce que vous aviez présenté votre rapport comme ça, alors que si vous l'aviez présenté comme ça, les ratios étaient mieux. Alors on dit super. Alors je vais le changer. Ah non, une fois qu'on a dit non, on a dit non. Donc on n'a pas le droit de deuxième chance dans la présentation d'un dossier bancaire. Et aujourd'hui, ça fait partie de l'équation. Après, dans l'entrepreneuriat et pour les gens qui vous écoutent, c'est difficile, mais il faut se figer à sa vision. C'est-à-dire que sa vision est un phare dans la nuit. Et tout le monde va vouloir éteindre ce phare, mais il faut y croire. Il faut y croire. Et à partir du moment où vous acceptez de dire « peut-être ça ne va pas marcher », vous n'avez plus rien à perdre. Oui, on est plus tranquille. Et ce plus rien à perdre, c'est votre plus grande force. À partir du moment où vous acceptez en disant, voilà, j'essaye, je me donne un temps, j'essaye. Et de toute façon, tout entrepreneur qui essaye n'aura pas perdu et sera enrichi. Financièrement, peut-être pas, mais sur le reste. Personnellement, oui, on apprend toujours. Ah ouais. Et je le vois parce que, en fait, dans mon parcours, essentiellement dans l'audit, j'ai eu des moments où j'étais pas au top et j'ai des gens qui, avec un petit coup de pouce, m'ont permis de passer des caps de dingue. Et quand je leur ai dit comment je peux te remercier, ils me disent je veux pas que tu me remercies, par contre je veux que tu fasses la même chose avec d'autres. Et j'accompagne beaucoup des jeunes entrepreneurs et je vois leurs doutes, leurs incertitudes qui sont légitimes et normales. Et chaque fois, je leur dis, mais arrête. Va au bout. Je ne peux pas te dire ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Ni toi, ni moi, ni personne. Oui. Mais fonce. Tu as une idée. Elle te porte. Envole-toi avec. Elle t'atterrira. Mais envole-toi avec. Et comment cette expérience, elle vous a fait grandir ? Je veux dire, avant d'avoir entrepris et maintenant, aujourd'hui Je suis clairement plus le même dans la gestion du risque. Okay. Dans le management, pourtant j'ai géré des équipes, j'ai géré des stars de foot même. Ah ouais. Oui, bah oui. mais d'abord, mettre la marque et la boîte au-dessus de tout, je pense qu'il n'y a que l'entrepreneur qui y arrive. Et aujourd'hui, je le vois dans ce que j'essaye de construire, même au niveau international. Je suis porté par ma boîte comme je porte ma boîte. Ouais. Et cette dualité, elle est fascinante. C'est ça qui fait que y a cette explosion. Non, c'est génial. Et c'est quoi la vision du coup long terme de Begelstein que vous avez ? J'aimerais conquérir de nouveaux cœurs et de nouveaux marchés. Oui, y a des pays. Là, vous êtes à l'international ? Oui, on va en Inde. Alors, on est en Belgique, Luxembourg. Il y a beaucoup de pays en Europe sur lesquels on travaille, et puis hors Europe. Donc de voir... et chaque fois, c'est un recommencement à zéro. Quand on est en Inde, qu'on fait le salon de la franchise à Mumbai, où les gens ne connaissent rien et qu'on leur fait découvrir l'histoire, je me retrouve 14 ans en arrière au salon de la franchise en 2012. Ah oui, c'est clair. Et est-ce qu'il y a un autre rêve pour vous après ça ? Ou alors ça va être dans la continuité, Begelstein, c'est le dernier rêve, on va dire, à réaliser ? Ah non, je pense que j'ai des rêves dans Begelstein encore. Moi, j'aimerais bien un jour être aux États-Unis. Je pense que ce serait un magnifique pied de nez
que d'introduire un produit comme le bagel à la sauce Begelstein dans un pays aussi mature sur le bagel que sont les États-Unis. Et c'est quoi qui est difficile là? Enfin, pourquoi ça... C'est compliqué parce qu'il faut être solide financièrement. Vous ouvrez à New York, c'est extrêmement cher et il faut être très processé, très bien organisé et je vais faire mes armes un peu ailleurs avant. Mais j'ai ça en ligne de mire. Ok, c'est génial. Et est-ce que vous avez par exemple une dernière anecdote à raconter sur Begelstein, quelque chose de marrant qui vous est arrivé pendant l'aventure entrepreneuriale ou qui vous a, je sais pas, Alors, qui vous a permis c'est pas Begelstein, c'est avant. Ok. Donc vous en ferez ce que vous voudrez. C'était avec Gilles. Quand on a fait le restaurant japonais, le musée. Il n'existe plus? Non, il n'existe plus. Okay. Mais on veut... En fait, on a l'opportunité d'avoir un local, et c'était très entrepreneurial à l'époque. Et on prend un grand local à Strasbourg pour ouvrir ce restaurant. Il se trouve que ce local a nécessité beaucoup de travaux qui ont duré beaucoup plus longtemps que prévu. Et on est, d'ailleurs dans les frissons, les travaux, c'était un restaurant, il y avait 4 appartements au-dessus. Et une nuit à 2h du matin, j'ai un coup de fil sur mon portable de l'avocat de la propriétaire des murs. Il me dit « Bonjour, monsieur Veil, cette conversation est enregistrée. Donc, je vous signale qu'une fissure est née suite à vos travaux dans l'immeuble que vous louez. À partir de cette minute, tout problème, blessure, décès ou invalidité qui pourrait subvenir à cause de vous, vous êtes directement attribué. Je vous souhaite une excellente nuit, monsieur Veil. » Bonne nuit. Et bon, ça fait partie des travaux. Et au bout d'un moment, on se dit, mais merde, ça fait des mois qu'on est en travaux. Et les banques commencent à dire, bon, maintenant, il va falloir commencer à rembourser. Et on se dit, ouais, mais on va faire des sushis. Mais Gilles et moi, on ne sait pas faire les sushis. Et on commence à passer des annonces. Mais il n'y a rien, ça n'existe pas en France, les sushis. Et on me dit, en Allemagne, il y a des restaurants de sushis. Essaye de voir. Donc moi, je bossais à ce moment-là. J'avais un autre boulot. Et le soir, après le boulot, je prenais une voiture, je suis à Strasbourg, et je vais en Allemagne, je vais au restaurant japonais, et je dis c'est super bon, je peux parler au chef pour le féliciter. Je lui mets un billet de 10 € dans la main, et je lui dis je peux vous voir la sortie du... Et voilà, j'ouvre un restaurant à Strasbourg de sushi, je ne sais pas combien vous gagnez, je vous donne plus, est-ce que... Non. J'ai essayé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois dans des villes différentes. J'ai jamais réussi. Et le temps passe. Et les banques nous disent, bon, maintenant, il faut ouvrir. Et Gilles me dit, écoute, j'étais en vacances aux Maldives. Il y avait, à l'hôtel où j'étais, il y avait un restaurant japonais incroyable. J'ai essayé de retrouver le chef. Et il arrive à rentrer en contact avec le chef. Et il lui dit, est-ce que tu viendrais à Strasbourg? Et le gars, il dit tout de suite, mais le problème, c'est que je suis esclave aux Maldives. On m'a piqué mon passeport. Ah merde. Et tous les soirs, on me ramène dans une île dortoir. Et j'ai 10 minutes de communication par semaine. Et on lui dit, on va essayer de te faire sortir de là. On arrive à le faire sortir de là. Il doit prendre un avion. Et le jour où il doit prendre l'avion, c'est le tsunami. Oh. Et on n'entend plus parler de lui. Et c'était le 26 décembre, et on devait ouvrir le 15 janvier. Wow. Et 1 semaine après, il nous appelle, je suis vivant, mais il n'y a plus d'ambassade de France. Comment je fais pour mon visa? Et on a réussi. Il a dû aller à Colombo, au Sri Lanka, pour récupérer un visa. Et il est venu à Strasbourg le 13 janvier, et on a ouvert le 15 janvier avec les... Wow. Et au final, la résilience, ça paye, quoi. Je veux dire. Donc, il est toujours. Alors, le restaurant a fermé, il est parti, mais il est resté longtemps. Wow. Il est resté 10 ans. Ouais, c'est génial. Comme quoi. Trop bien, génial, merci. Et est-ce que vous auriez un bagel à conseiller, selon vous? Alors, j'en ai pas un, j'en ai 3, puisqu'on a 3 gammes. Donc, il y en a un par gamme. Ah, oui. Dans la gamme Easy, qui est les plus petits, on a un scrambled egg avec du bacon de dinde et du cheddar. Okay. Dans la gamme froide, qui est notre gamme historique, qui s'appelle Iconique,
On a un léontine qui est au saumon fumé, au cream cheese, oignon rouge, concombre et sauce yaourt citronné. Ok. Wow. Et dans les derniers, qu'on a la gamme signature où c'est du bagel chaud, on a ce pulled beef avec un chutney d'oignon et un cheddar fondu qui vaut le détour. Super. Merci beaucoup Thierry pour ce partage. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose peut-être ou Non. C'était un vrai plaisir d'échanger de se souvenir et de faire partager l'expérience. Super. Et du coup, à Paris, vous m'avez dit c'est rue des Pyramides, c'est ça? Ah oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, il y en a plein. Oui, vous en avez plus de 80, non? Ouais. Ouais, okay. Pas à Paris, mais en tout. Pas à Paris, enfin en tout. Bon, super, on pourra vous retrouver. Merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Merci Jeanne. Avec plaisir.